Les tabs sont omniprésentes dans nos expériences numériques et peuvent prendre de multiples formes. Aujourd'hui, je vous propose un petit guide UX pour concevoir de bonnes in-page tabs. User Testing, leader mondial du test utilisateur à distance, sponsor de Parlons Design, vous propose d'essayer gratuitement leur plateforme afin de tester votre interface grâce au lien en description. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler design de in-page tabs. Alors, on va aller en détail sur tout ça, pourquoi j'ai précisé in-page tabs, etc., etc. L'idée, c'est de faire un petit guide le plus solide possible pour concevoir de bonnes in-page tabs, basé notamment sur l'article, on va dire expert, l'article de référence du Norman Nielsen Group, mais bien sûr, ajusté avec mes expériences perso, mes exemples perso, etc., etc. On va parler d'abord définition, qu'est-ce qu'une tab, qu'est-ce qu'une in-page tab. On va parler ensuite structure, comment on doit structurer un élément de tabs. Et enfin, on terminera avec des bonnes pratiques, que ce soit en termes de visuel, d'interaction ou autre. Voilà. Donc commençons tout de suite. Qu'est-ce que c'est une tabs ? Ce pattern, c'est une façon d'afficher un panneau de contenu parmi une liste d'options possibles. Donc il y en a plusieurs types qui existent, vous les connaissez forcément, et on va les creuser ensemble. Le premier, celui que vous devez le plus connaître, c'est les tabs de navigation. On va par exemple les retrouver sur mobile avec la tab bar d'iOS, qu'on peut retrouver par exemple sur Instagram pour naviguer entre le feed, le profil, l'espace, recherche, etc. Donc ça, c'est un exemple très courant sur mobile, mais on va pouvoir aussi le retrouver sur le web. Par exemple, le menu d'Amazon est présenté sous forme de tabs. On a plusieurs tabs selon plusieurs catégories de produits qui vont nous emmener sur ces différents éléments du site. Donc ça, c'est les tabs de navigation. On va pouvoir aussi bien sûr retrouver ce qu'on pourrait appeler les tabs d'application, donc notamment sur les navigateurs internet, sur Chrome, on va voir les différentes tabs pour switcher entre plusieurs contextes de travail, mais on peut aujourd'hui les retrouver aussi dans d'autres applications comme Figma, Notion par exemple. On va pouvoir plusieurs onglets entre lesquels on va pouvoir naviguer. Et notre focus du jour, ce qu'on va appeler les in-page tabs. C'est au sein d'une page existante, on va pouvoir switcher entre plusieurs vues pour switcher entre des informations différentes au sein d'un même bloc de contenu. Alors, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple sur Notion. Quand on affiche une base de données, on va pouvoir créer plusieurs vues différentes et on va avoir des tabs avec les différents noms de nos vues qui vont être affichés. Par défaut, une vue sélectionnée et on va pouvoir cliquer sur une autre vue qui va changer le contenu de cet espace-là en fonction de la tab qu'on sélectionne. On va également retrouver ce pattern sur mobile. Encore une fois, si on prend l'exemple d'Instagram, quand on est sur la table de navigation profil, donc quand on est sur notre profil ou sur le profil de quelqu'un, on va avoir une tab de contenu qui va nous permettre de switcher entre la grille de photos, les reels et les photos sur lesquelles le profil a été tagué. Et donc là, on reste sur la même page quand on navigue avec ces tabs. C'est juste une partie du contenu de la page qui change en fonction de la tab qu'on sélectionne. Donc voilà, aujourd'hui on va se focus sur les in-page tabs. Alors certaines des bonnes pratiques pour les in-page tabs peuvent aussi s'appliquer pour les tabs de navigation ou les tabs d'application, mais on va se concentrer sur ce use case-là qui a ses spécificités. Alors, notre in-page tabs, qu'est-ce que c'est et dans quel contexte on va l'utiliser ? Le squelette un petit peu de base de ces éléments-là, c'est une liste d'options qui va généralement être horizontale, même si dans certains cas spécifiques, on peut la trouver de manière verticale. Donc une liste de noms. Chaque option va avoir un label relativement court, en tout cas ça doit être un objectif de le garder court, et en fonction de l'option sélectionnée, un panneau de contenu va être rempli avec le contenu correspondant à l'option sélectionnée. Bien évidemment, il faut aussi toujours qu'il y ait un indicateur de sélection sur l'option actuellement sélectionnée pour qu'on puisse être au courant de le panneau de contenu correspond à tel type, à telle option qui a été sélectionnée. Donc ça, c'est la base d'un élément in-page tabs.
Si on veut aller plus loin, forcément, dans certains contextes, on va pouvoir rajouter des icônes, de l'illustration, les possibilités de personnaliser les tabs, de créer des tabs sur mesure, d'éditer des tabs, de supprimer des tabs, de réordonner l'ordre des tabs. Et dans certains cas aussi, on doit pouvoir intégrer une navigation horizontale dans cette liste d'options, dans cette liste de tabs, notamment si on a une question de gestion de responsive qui est importante, ou si on se trouve sur mobile, où très rapidement, ça va venir poser problème et être nécessaire de pouvoir scroller potentiellement dans les différentes options. Ça, c'est bien beau pour la structure, mais à quel moment est-ce qu'on doit utiliser ce type de pattern ? Il y a 2 cas d'usage principaux à mon sens. La première, c'est afin de sectionner de l'information complexe en panneaux de contenu individuellement plus digestes. Typiquement, c'est le cas sur Notion. Si pour une table, pour une base de données, on devait avoir tous les affichages à la suite, ce serait extrêmement lourd. Avec le système de vue, on peut passer très rapidement d'une vue d'une information à une autre vue avec potentiellement d'autres informations de manière extrêmement rapide. Pareil pour Instagram, on a beaucoup de types d'informations différents. Avec ces in-page tabs, c'est vachement plus simple de naviguer entre est-ce que je veux une grille des photos, une liste de vidéos ou une grille des photos sur lesquelles les personnes ont été taguées. Le second cas d'usage où ça peut être intéressant, c'est pour mettre en recul de l'information secondaire ou optionnelle tout en la gardant accessible. Ça va être notamment sur les landing pages, sur les pages de contenu, on va avoir beaucoup d'informations. On a tout le temps de l'information principale et des informations un petit peu plus avancées que moins d'utilisateurs vont avoir besoin de lire. Et dans ce cas-là, on peut venir les cacher d'une certaine sorte, les mettre en recul derrière un système de tabs. Attention, par contre, c'est pas parce que ces 2 cas d'usage sont intéressants qu'il n'y a pas des anti-prescriptions. Il y a aussi des cas où il ne faut surtout pas utiliser une in-page tabs malgré qu'on soit dans ces contextes d'usage-là. Le premier cas, c'est quand il y a une quantité importante de groupes. Si on a beaucoup d'options à proposer à l'utilisateur, très vite, ça va être compliqué à gérer. Parce que l'option qu'on va devoir pousser à ce moment-là, c'est la navigation horizontale parmi cet ensemble de tabs. Et ça, c'est en général assez peu intuitif pour la plupart des gens. En utilisant une souris, ça se gère assez mal. Et sur mobile, ça veut dire qu'on va cacher énormément d'options de tabs derrière un scroll qui peut être long et fastidieux. Donc attention, s'il y a trop de sous-groupes, potentiellement les in-page tabs ne vont pas être adaptés. Et également quand il n'y a pas de façon de labelliser de manière concise chaque option. Si on se retrouve avec des noms à rallonge, les tabs vont être très durs à scanner et donc durs à utiliser pour l'utilisateur final. Également, si les utilisateurs ont besoin de comparer différentes infos qui seraient cachées derrière les différentes tabs. Là, on va bien évidemment éviter ce type de pattern parce que ça demanderait à l'utilisateur de faire des allers-retours entre les différentes tabs. Et encore, ça crée une expérience plutôt fastidieuse. Enfin, si les contenus cachés derrière les différentes tabs sont très différents, avec des contenus différents, des affichages différents, des informations qui n'ont complètement rien à voir, on va éviter d'utiliser un système d'in-page tabs. Parce que ça veut dire que ça va être dur à anticiper par l'utilisateur qu'est-ce qui se trouve derrière chaque tab. Et donc, potentiellement, il va juste pas pouvoir trouver ce qu'il recherche. Donc, on essaye d'utiliser des in-page tabs quand on a un contexte commun, quand on a des règles communes, et quand il y a une vraie cohérence à se dire, c'est une espèce de déclinaison de mes contenus sous forme de tab. Maintenant qu'on connaît la structure d'une in-page tabs et les contextes d'usage dans lesquels ça peut être utile, on va pouvoir se pencher sur les bonnes pratiques que j'ai découpées en 3 sections. Les comportements, l'interface utilisateur, les bonnes practices du X-Writing, et puis on aura fait le tour pour ce petit guide des in-page tabs. Premièrement, en termes de comportement. Règle d'or, c'est que toutes les tables doivent avoir le même comportement, c'est-à-dire changer le contenu du panneau de contenu lié. Des fois, on peut être tenté d'avoir une table qui a un lien externe, qui est un overlay, qui est quoi que ce soit. On va un maximum éviter ça. Ça veut dire que l'utilisateur va pas être en capacité de prédire ce qui se passe derrière les tables.
va potentiellement avoir une difficulté, s'il clique sur une certaine tab, à revenir à la table précédente ou à une autre table vu qu'il a un comportement différent, et ça va complètement casser le gain de productivité qu'apportent les in-page tabs. Donc si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans cette situation, vérifiez si vous n'avez pas une meilleure solution plus adaptée pour ces éléments qui doivent avoir un comportement différent. Second point en termes de comportement, notamment de comportement responsive, les tables doivent toujours rester sur une seule ligne. On va pouvoir intégrer du scroll horizontal si nécessaire, même si ça apporte pas mal de problématiques, on en a parlé. Le scroll horizontal est difficile avec une souris et difficile avec un trackpad pour les gens qui n'ont pas forcément une connaissance très tech. Mais si on se dit, tant pis, dans ce cas-là, on va mettre des tables sur plusieurs lignes. Là, on va créer pas mal de problématiques. On va notamment détruire la mémoire spatiale des clients parce que ça va être très dur à scanner et à trouver. On va détruire aussi la connexion entre la table et le panneau de contenu qui contient le contenu lié à la table sélectionnée. Et donc, on va vraiment complexifier ce composant d'in-page tabs. Et enfin, dernière best practice en termes de comportement, la table la plus utilisée et la plus utile pour la majorité des clients doit être sélectionnée par défaut. Clairement, si on cache l'information la plus utile derrière un clic, on va ralentir l'expérience de tout le monde. Donc c'est un vrai travail de définir quel est le contenu le plus pertinent pour la majorité des clients. Si vous avez des contextes d'usage très différents, pensez à proposer une solution de personnalisation pour pouvoir choisir la table préférée, la table par défaut à afficher selon le client qui utilise votre produit. En termes d'interface utilisateur, en termes de visuel, il ne faut pas hésiter à surenchérir un petit peu sur la mise en avant de la table sélectionnée. Ce que recommande le Norman Nielsen Group, c'est d'avoir au moins 2 indicateurs visuels complémentaires cumulés. Par exemple, cumuler un soulignage et une couleur de texte pour mettre en avant la table sélectionnée. Ou cumuler un fond de couleur et une graisse sur la police pour mettre en avant cet élément. En tout cas, voilà, c'est important que ce soit très clairement visible, que ce ne soit pas seulement une couleur ou seulement un soulignage, parce que c'est ça qui va notamment induire à l'utilisateur le fait qu'il puisse naviguer dans ces tables, et ça qui va lui permettre de scanner rapidement l'interface. Pour autant, attention à ne pas tomber dans le piège inverse, qui est de rendre les tables non sélectionnées trop semblables à un bouton désactivé. On va éviter d'utiliser des grilles très claires pour 2 raisons. La première, ils sont souvent difficiles à lire, et la seconde, c'est que souvent ils vont paraître désactivés pour le client, et du coup les clients vont pas forcément se rendre compte qu'ils peuvent cliquer dessus. Donc, on va essayer de leur garder une couleur accessible en permanence et les faire ressembler à quelque chose de cliquable. Avec bien évidemment, si on est sur ordinateur, l'effet de hover de la souris pour montrer que c'est cliquable. Enfin, en termes de style, il va falloir pas mal travailler sur la mise en forme du panneau de contenu et de la table de l'option sélectionnée. Ils doivent être liés visuellement. Ça peut être par la proximité spatiale, ça peut être par la couleur de fond, ça peut être par des éléments de bordure similaires entre la table et le panneau de contenu. En tout cas, il faut toujours apporter une attention particulière au fait que ces 2 éléments soient liés visuellement, que l'utilisateur puisse bien comprendre l'impact de la table sur le contenu de la page. Voilà, c'est globalement assez primaire, mais c'est des éléments sur lesquels on doit mettre un effort conséquent pour s'assurer d'avoir une bonne usabilité de nos in-page tabs. Enfin, côté UX Writing, on a parlé de quelques concepts tout au long de cet épisode, mais bien évidemment, les labels doivent être courts, 2 mots maximum. En tout cas, c'est la bonne pratique. Bien évidemment, dans certains contextes, on va pouvoir dépasser ça un petit peu, mais il faut essayer de se fixer autour de ces 2 mots maximum. C'est ça qui va permettre une bonne scannabilité de vos tabs. Également, les labels doivent être descriptifs et simples. C'est l'unique indice pour vos utilisateurs afin qu'ils puissent décider s'ils vont cliquer sur cette table ou non. Donc on va éviter tout le vocabulaire un petit peu abstrait, le vocabulaire maison qui demande d'avoir appris votre plateforme. On va essayer d'être extrêmement transparent sur le nom des différents labels, des différentes options de votre in-page tabs. Enfin, dernier petit point d'accessibilité, on évite d'afficher le nom des tables en majuscule, ça rend la scannabilité
plus complexe et donc ça réduit la qualité de l'expérience que vous proposez à vos utilisateurs. Enfin, dernier petit warning assez important en termes de bonnes pratiques, je vous recommande de toujours tester l'accessibilité de ces tabs, notamment via la navigation clavier, pour s'assurer qu'un utilisateur malvoyant par exemple, ou un utilisateur ayant besoin de la navigation clavier puisse utiliser vos tabs et accéder au contenu caché derrière ces in-page tabs. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Là, normalement, on va faire un gros tour des bases. Vraiment, c'est un peu le guide, la structure pour faire des bonnes in-page tabs. Bien sûr, comme tous les épisodes de ce podcast et potentiellement tous les articles design que vous pouvez lire, c'est adapté à votre contexte, à vos utilisateurs, à votre produit. En tout cas, j'espère que ce petit guide vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est hyper encourageant. Ça permet de mieux faire découvrir le podcast à d'autres designers. Donc vraiment, voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast. C'est un épisode par semaine sur des sujets variés. Donc j'espère que vous trouverez d'autres contenus qui vous plairont. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Design.